les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs en semaine, 15h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on aura notre chroniqueur Jean-Paul Moreau qui a fait pour nous une belle sélection musicale à nous proposer. On va aussi discuter avec Monsieur Guénette qui viendra nous parler de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Je vais aussi m'entretenir avec Madame Carole Dussault qui viendra nous parler, elle, à son tour, du mandat de la Croix-Rouge canadienne. Mais avant de rentrer plein pied dans l'émission, j'aimerais ça partager avec vous certaines informations. Et la première, et je pense la plus importante, c'est que l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, en abrégé AFO, vous invite à répondre à leur sondage annuel pour mettre au grand jour les enjeux francophones de la province et les enjeux qui vous préoccupent. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller au www.monassemblée.ca, comme vous le voyez à l'écran en ce moment. Vous allez cliquer sur le sondage, ça va vous prendre une vingtaine de minutes pour pouvoir répondre à ce sondage-là qui, je suis sûre, pourra aider l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario à pouvoir soumettre des suggestions au prochain gouvernement ou bien même aux différents élus parce qu'on est en période électorale, là, on va le dire. Donc, si vous êtes intéressé, et je vous invite à le faire, www.monassemblée.ca. Toujours dans le même volet de la période électorale, j'aimerais ça aussi vous inviter à visiter le www.coaottawa.ca. C'est le site web du Conseil sur le vieillissement à Ottawa et eux, à leur tour, ils ont prévu un guide électoral spécialement pour les personnes aînées. Enfin, parce que dans la période électorale, on sait qu'on va rencontrer des élus, on sait qu'on va rencontrer des candidats. Donc, ce sera intéressant d'avoir des bonnes thématiques, des bons sujets à discuter avec ces différents élus et candidats-là. Donc, effectivement, le Conseil sur le vieillissement à Ottawa a prévu ce guide électoral-là pour vous aider à poser des questions et à mettre au grand jour certaines thématiques comme l'accès à des services en français, le transport, le logement et bien plus encore. Donc, www.coaottawa.ca, c'est le site web à visiter si vous avez envie d'avoir accès à ce guide électoral-là. J'ai avec moi en ce moment M. Jasmin Guénette, qui est le vice-président aux affaires nationales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et on va parler de cet organisme-là avec lui. Monsieur Guénette, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. On vous sait très, très occupé. Donc, merci d'avoir pris le temps de parler avec nous ce matin. Tout de suite en allant, là, on aimerait savoir c'est quoi le rôle de la Fondation et comment elle a été créée. Je sais qu'il y a une histoire en arrière de ça, la création. Bien, écoutez, d'abord, merci beaucoup de m'inviter à discuter avec vous. Et puis, ça me fait un grand plaisir de partager, au fond, avec vos auditeurs, le travail que fait la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qu'on appelle plus souvent la FCEI, a été créée il y a plus de 50 ans, 51 ans maintenant. Et notre travail consiste à représenter les PME, les petites et moyennes entreprises, partout à l'échelle du pays, dans toutes les provinces, dans tous les secteurs de l'économie, pour s'assurer que les gouvernements provinciaux, pour s'assurer que le gouvernement fédéral, pour s'assurer aussi que les municipalités aient des lois, des règlements qui favorisent au fond les petites entreprises, donc qui favorisent le développement des petites entreprises, la croissance des petites entreprises, l'émergence des petites entreprises. Donc, c'est vraiment ça notre rôle principal, c'est de s'assurer que les conditions économiques favorisent le développement et la croissance des PME d'un océan à l'autre et à l'autre, dans toutes les régions du pays. Il va nous rester quelque chose comme une minute avant la première pause. J'aime ça que vous travaillez dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « OK, j'ai un projet, je me lance », mais on n'a jamais vraiment tous les outils. Il y a peut-être des outils qu'on peut avoir accès, mais on ne le sait pas, fait qu'on s'en va on va dire dans la jungle, sans avoir les bons outils. Oui, puis nous, il y a plusieurs choses. T'sais, on offre des services. On a 95 000 membres
partout au pays. Et donc, on a des membres qui sont dans le secteur de la restauration, on a des membres qui sont dans le secteur de la construction, on a des membres qui sont dans le secteur des services professionnels comme des comptables, des choses comme ça. Donc, on a des membres dans tous les secteurs. En fait, s'il y a quelqu'un qui a des questions sur son secteur d'activité, ben, tu sais, il peut appeler la FCI, il peut devenir membre de la FCI, il nous appelle, puis on l'aide avec toutes sortes de choses qui vont animer son quotidien. Écoutez, je vais vous garder avec moi. On va prendre une petite pause, mais avant d'aller à cette pause, moi, je vais inviter les gens qui nous regardent, surtout les personnes qui ont pensé durant cette pandémie-là à créer une entreprise. Vous ne savez peut-être pas tout. Donc, ce que je vous inviterai à faire, c'est visiter le www.fcei.ca pour avoir plus d'informations sur votre entreprise et savoir comment vous sortir du lot. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Cette semaine, c'est ma bonne amie Cécile Boudreau-Pagé qui passe nous voir. C'est pas mal la doyenne du conte dans la région. Fait que j'espère que vous allez venir vous joindre à nous. Viens que je te raconte. Dimanche 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe toujours sur le mandat de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et avec moi son vice-président aux affaires nationales, M. Jasmin Guénette. Et avant la pause, on parlait du mandat, de qu'est-ce que vous faites en fait à la Fédération. Mais maintenant qu'on est rendu après la pause, j'aimerais savoir en fait de votre côté avec ces 2 années de pandémie qu'on a eues là, c'est quoi les failles que vous avez remarquées chez les entreprises, surtout en Ontario? Ben, je pense que, comme tout le monde, il n'y a personne qui était préparé pour la pandémie. Donc, les enjeux des PME en Ontario durant la pandémie ressemblent évidemment aux enjeux que toutes les PME ont vécu à l'échelle du pays. Juste en Ontario, notre fédération a tout près de 40 000 membres. Et donc, on parle de salons de coiffure, on parle de gym, on parle de restaurants, donc des petites entreprises de proximité que bien souvent on visite juste en marchant dans nos centres-villes. Puis ben, la pandémie, ça a frappé fort. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, là, tout simplement. Les gouvernements ont décidé de fermer. Puis là, ben, ça limitait la capacité d'accueil des entreprises, ça limitait la capacité des entreprises à générer des revenus pour payer le loyer, payer les salaires, faire un peu de profit, payer les fournisseurs, bon, tout ça. Puis là, ben, avec ça, ben, est venu des programmes du gouvernement fédéral et aussi le gouvernement de l'Ontario dans une certaine mesure. Ben, nous, notre rôle durant la pandémie, ça a été d'aider, au fond, les entreprises qui se retrouvaient aux prises avec tout ce qui était mesures de confinement et fermeture d'entreprises. On a aidé beaucoup d'entreprises en Ontario à naviguer les différents programmes qui ont été mis en place pour voir est-ce qu'ils peuvent avoir accès
à l'aide pour payer les salaires, aux subventions salariales, aux subventions au loyer? Est-ce que les entreprises pouvaient avoir un prêt du gouvernement fédéral avec une portion subvention? Est-ce que leur situation faisait en sorte qu'elles pouvaient demander des prêts qui étaient offerts par d'autres agences gouvernementales? Donc, c'était vraiment un travail durant la pandémie là, pour prendre les entreprises par la main là, puis essayer de les amener à naviguer à travers les différents programmes qui peuvent être compliqués là, à comprendre parce que je veux juste rappeler que quand on est le propriétaire d'une petite entreprise, on fait tout, là. On est le président, on est le directeur des opérations, on est le directeur financier, on est le chef marketing. C'est nous qui organisons les sorties d'équipe. On fait tout, là. Et donc, quand il y a quelque chose comme la pandémie qui arrive, puis soudainement, notre gagne-pain est touché, on doit fermer, ben nous, on disait aux entrepreneurs, voici ce que vous pouvez faire pour essayer de sauver la mise autant que possible et de s'assurer que vous pouvez naviguer à travers la tempête puis vous rendre à l'autre bout du tunnel. Je ne sais pas si vous seriez à l'aise à en parler. J'ai vu ça sur votre site web même ce matin. Quand on parle d'aide gouvernementale, là, je vois une pétition sur votre site web en ce moment qui est d'actualité. Et la pétition dit à Ottawa d'augmenter au moins à 50% la portion de subvention des prêts de CUEC. Alors, c'est quoi le problème avec cette subvention-là? Oui, donc le CUEC, ça veut dire le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, c'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement fédéral. C'est un prêt qui peut aller jusqu'à 60 000 $, dont une portion peut être transformée en subvention si le prêt est remboursé à temps. Donc, il y a 900 000 PME au pays, là, partout à l'échelle du pays, qui ont fait une demande et qui ont reçu ce prêt-là du gouvernement. C'était une bouée de sauvetage pour un très grand nombre de PME. Le problème, c'est que les entreprises qui ont fait la demande et reçu ce prêt-là, ils doivent le rembourser. Ils doivent le rembourser avant décembre de l'année prochaine. Sinon, ils vont payer des intérêts sur le prêt et ils n'auront pas de partie subventionnable s'ils ne sont pas capables de rembourser à temps. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que la première chose, il faut allonger le délai de remboursement pour donner plus de chances aux petites PME de pouvoir rembourser et avoir droit à la portion subvention. Et présentement, la portion subvention, c'est 20 000 $ sur un prêt de 60 000 $. Donc, c'est un tiers. Nous, on dit que pour les entreprises qui ont été durement touchées par la pandémie, là, les restaurants, les gyms, les bars, tout ce qui est entreprise qui a dû fermer pendant de longs mois, mais qu'on augmente la portion subvention de ces entreprises-là à 50 %, ça leur donnerait pas mal, ça leur donnerait davantage d'air puis un bon coup de pouce pour se remettre de la pandémie. Parce que je veux dire quelque chose là-dessus, c'est qu'il faut se rappeler, la situation difficile dans laquelle les entreprises se trouvent, c'est pas parce qu'elles ont fait des mauvais choix d'affaires, c'est parce que le gouvernement de l'Ontario a décidé de fermer les gyms, par exemple, pendant de longs mois. Donc, c'est pas parce que le propriétaire du gym a fait des mauvais choix d'investissement qu'il se retrouve endetté en raison de la COVID. C'est parce qu'il ne pouvait pas servir sa clientèle. Alors, quelque chose que moi j'ai envie de dire par rapport à ce que vous venez de mentionner, là, c'est le fait que vous voulez encourager les personnes, surtout les restaurants, les gyms et autres, là, qui ont subi, je vais dire, des fermetures, des réouvertures, tout le temps. J'aimerais savoir si vous ne pensez pas que d'autres entreprises, parce que vous représentez beaucoup d'entreprises, est-ce que d'autres entreprises ne se sentiraient pas lésées, surtout si elles ont touché à cette subvention-là? Oui, tout à fait. Et puis, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'augmenter la portion subvention de tous ceux qui ont reçu ce prêt-là, de toutes les entreprises qui ont reçu ce prêt-là, et d'augmenter la portion subvention pour tous ceux qui ont reçu le prêt du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Puis aussi, c'est important de mentionner que il y a des entreprises qui ont bien fait là, durant la pandémie. Il y a des entreprises qui ont connu de la croissance durant la pandémie. Et
les programmes du gouvernement fédéral, les programmes qui ont été mis en place par le gouvernement de l'Ontario et dans d'autres provinces, ces programmes-là, c'est pour venir en aide aux entreprises qui étaient fermées là, ou qu'on demandait de fermer, des choses comme ça. Donc, une entreprise là, qui est florissante, n'a pas eu droit à la subvention salariale, à la subvention au loyer. Donc, je pense que c'est important de garder ça en tête parce que souvent, on met toutes les entreprises dans le même panier. Oui. Ouais. Mais la situation est différente d'un secteur à l'autre. La situation est différente aussi, même d'une région à l'autre. Nos centres-villes, présentement, là, Toronto, Ottawa, ne sont pas aussi vibrants qu'ils ne l'étaient avant la pandémie parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler à partir de la maison, les entreprises, le gouvernement dit on adopte un mode hybride. Bon, bien, ça fait en sorte que les cafés, les nettoyeurs, toutes les entreprises qui sont au centre-ville et qui servent les gens quand il y a de l'achalandage de travailleurs, bien, il y a beaucoup de ces entreprises-là qui ont de la difficulté, alors que si on se retrouve dans des centres plus éloignés, bien, il y a moins cet effet-là parce que les gens, je veux dire, sont déjà dans des zones où il y a moins de concentration dans des centres-villes. Donc, l'impact de la pandémie est différent d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre. Je pense qu'il y aurait quelqu'un il y aurait une thèse de doctorat à faire sur la situation, mais il reste que ça n'a pas été facile pour les propriétaires d'entreprises. Puis la FCI a été là pour aider un très grand nombre d'entreprises. Nous, là, durant la pandémie... Il va nous rester une minute. Oui, ben, je voulais juste dire qu'on a aidé un très grand nombre d'entreprises. C'est 70 000 ou 80 000 appels d'entrepreneurs qu'on a reçus l'année passée. Et on n'a pas juste servi nos membres, on a servi l'ensemble des gens qui avaient des besoins, qui étaient chefs d'entreprise. Donc, je pense qu'on a rendu service à un très grand nombre d'entreprises dans une situation qui était loin d'être facile et qui est encore difficile pour beaucoup. Merci beaucoup, M. Guénette, et vous faites un beau travail à la Fédération. Là. Moi, je vais mettre de l'urgence là pour inviter les entreprises et les entrepreneurs à aller répondre à la pétition parce que ça peut peut-être les aider. On va les inviter aussi à suivre votre site web. Bonne journée à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Pour vous, les entrepreneurs et surtout pour les entreprises, là, si vous voulez avoir votre subvention être réduite de 50 %, vous êtes invité à répondre à la pétition, à participer à la pétition au www.fcei.ca. Alors, nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble le mandat de la Croix-Rouge canadienne avec Mme Carole Dussault. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TVA Rogers. Plonger lorsqu'il faut plonger, prendre un élan, son souffler, sauter, comme si l'on se donnait le droit de vivre, enfin le droit d'exister. Et puis nager au fil du temps. Vaut mieux plonger plutôt qu'y penser. Vaut mieux se lancer la tête baissée, comme si le pire n'allait pas arriver. S'abandonner sans résister. Et puis nager au fil du temps, suivre le courant. Au gré du cœur, se laisser glisser, comme si la vie savait, comme si pour savoir.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'entretient maintenant avec Mme Carole Dussault, qui est la directrice des communications à la Croix-Rouge canadienne. Et nous, on veut savoir, quand on parle de Croix-Rouge, pour les gens qui se disent, OK, on voit juste le logo, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites comme travail. Qu'est-ce que vous pourriez partager avec nous à ce propos? Bonjour, d'abord, merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir de m'entretenir avec vous au sujet de la Croix-Rouge, qui est un vaste sujet. La Croix-Rouge est présente dans le monde, dans 192 pays, sous l'égide de la Croix-Rouge, mais également du Croissant-Rouge, et on fait tous partie du même mouvement international. Le mouvement de la Croix-Rouge est né parce que, à l'origine, son fondateur, Henri Dunant, qui était un homme d'affaires suisse, est passé sur le champ de bataille de Solferino en Italie dans les années 1859. Et il a constaté, voyant que ça avait fait jusque-là 40 000 morts, il a constaté que les soins aux soldats, qu'importe les parties là, impliquées dans le conflit, étaient, je vais dire, déficients, là, du moins, ou carrément absents. Et il a mobilisé des gens autour de lui. Plus tard, il mobilisera aussi des gens d'affaires pour faire en sorte que les soldats ou les victimes du conflit, à ce moment-là, à Solferino, soient soignés, soient aidés, qu'importe de quelle provenance ils étaient, quel pays d'où ils provenaient, de quel conflit, là, dans quel conflit ils étaient impliqués. Donc, de fil en aiguille, 4 ans plus tard, en 1863, est né le Comité international des Croix-Rouges. Et plus tard, on sera impliqué aussi dans les conventions de Genève qui régissent les conflits armés. Donc, de cette mobilisation et cette vision-là qu'a eu Henri Dunant est née la Croix-Rouge. Plus tard, au Canada, on a aussi eu, je disais qu'il y en avait maintenant 192, là, donc au Canada, la Croix-Rouge est née aussi sur un champ de bataille, si on peut dire, donc à la bataille de Batoche dans l'Ouest canadien en 1885. C'est le docteur Ryerson qui était envoyé pour soigner les troupes de l'armée, je veux dire de l'armée canadienne là, de l'époque. Et donc, Dr. Ryerson, en voyant les blessés, en voyant le conflit, en voyant ce qui se passait sur le champ de bataille, a confectionné lui-même un drapeau de la Croix-Rouge en utilisant du tissu là, qu'il a eu sous la main, donc sous un fond blanc. Il a créé une Croix-Rouge, symbole qui existait déjà là, depuis la fondation d'Henri Dunant. Donc, pour faire en sorte que ce soit apposé sur les chars ou en tout cas ce qui servait à déplacer les blessés. Exactement. Donc, en mettant ça sur les chars, il s'assurait qu'il y ait un symbole de neutralité et que ça fasse aussi en sorte que ce soit épargné dans les conflits ou dans les combats, donc faisant en sorte qu'ils pouvaient transporter ou évacuer des blessés en toute sécurité. Alors, c'est quelques années plus tard, en 1896, plus formellement, que la Croix-Rouge canadienne a intégré et fait partie du mouvement international de la Croix-Rouge. Donc, on part avec cette petite capsule historique que j'ai résumée à sa plus simple expression, mais évidemment qu'au fil des années, la Croix-Rouge canadienne a beaucoup évolué dans les services qu'elle rend, dans la façon qu'elle a d'intervenir auprès des gens en situation de vulnérabilité, que ce soit des sinistrés d'incidents de causes naturelles, climatiques, que ce soit d'autres types d'évacuation ou d'autres types de besoins. Donc, et on le voit plus récemment avec la pandémie. Donc, on est beaucoup intervenu sur le territoire canadien. Puis la Croix-Rouge canadienne a aussi une expertise qui lui permet aussi d'intervenir dans des conflits ou dans des situations catastrophiques à l'international aussi. Alors moi, ma question, c'est de savoir, puisqu'on a parlé de 100 quelque chose Croix-Rouge un peu partout dans le monde, est-ce que votre manière d'agir, vos stratégies sont les mêmes ou bien chacun des pays définit exactement comment sa Croix-Rouge va fonctionner? En fait, pour intervenir au sein de la Croix-Rouge, il faut avoir, je dirais, la posture, se mettre aussi sous le fait qu'on intervient avec des principes fondamentaux. Chaque Croix-Rouge ou Croissant-Rouge intervient sous les mêmes principes fondamentaux. Les principes qui sont, par exemple, la neutralité, l'impartialité,
les Croix-Rouges sont aussi indépendantes, donc le principe d'indépendance. L'humanité, l'universalité, l'unité et le volontariat, parce qu'il y a évidemment que ce sont les bénévoles qui font aussi, je dirais, vivre la Croix-Rouge, parce que beaucoup d'interventions sont faites grâce aux bénévoles. Donc, chaque Croix-Rouge intervient sous ces principes fondamentaux-là. Par contre, l'action de la Croix-Rouge peut différer d'un pays à l'autre. Je donne, par exemple, en France ou au Liban, on peut voir, par exemple, des Croix-Rouges sur des ambulances. Alors, au Liban, ce sont des ambulances qui travaillent ou qui font leur travail avec la Croix-Rouge. Ce qui n'est pas le cas au Québec ou au Canada ou ailleurs dans d'autres pays, parce qu'il y a des services ambulanciers, etc. La Croix-Rouge ne vient pas se substituer à ce service-là. Donc, on offre des services qui peuvent être différents, mais la mission fondamentale de la Croix-Rouge, c'est d'aider les gens en situation de vulnérabilité, puis aussi, dans le cas particulièrement au Canada, dans notre mission, nous avons aussi de favoriser ou de renforcer la résilience des gens puis des communautés. Et donc, la mission, je dirais, fondamentale de base, elle est la même, mais les moyens qu'on a pour intervenir sont différents, même que parfois, ça peut être différent d'une province à l'autre au Canada. Il y a des choses qui peuvent être faites, par exemple, dans les provinces maritimes qui ne sont pas faites dans l'Ouest, des choses qui peuvent être faites au Québec, qui sont faites différemment au Manitoba. Mais essentiellement, quand on intervient, on le fait avec la même posture. Ça, c'est bon à savoir aussi. Et puis, vous avez pris un bon exemple là. Donc, la Croix-Rouge aussi a une facilité à se substituer aux personnes qui devraient travailler. Comme par exemple, vous avez pris l'exemple du Liban. Là-bas, il y a des ambulances qui ont le sigle de la Croix-Rouge, alors qu'ici, il y a déjà des ambulances et puis on peut avoir accès à ça plus facilement, tandis que vous travaillez dans un autre volet. C'est bon à savoir. Pour les médecins, les experts, on va dire, qui sont attachés, affiliés à la Croix-Rouge, en fait, est-ce qu'ils dédient carrément leur expertise à la Croix-Rouge ou bien ils sont choisis de manière bénévole, par exemple, dans une base de données? Il y a différentes façons pour le personnel médical d'intervenir, par exemple, au sein de la Croix-Rouge canadienne ou dans le monde. Je vais donner l'exemple du Québec. Le Québec, la Croix-Rouge qui intervient sur le territoire du Québec, a une entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux qui, à la demande et au besoin, peut dégager du personnel médical là, au sens large, médecins, infirmiers, infirmières, pour intervenir avec la Croix-Rouge. Bon, évidemment que dans le cas de la pandémie, les médecins et les infirmières au Québec étaient impliqués dans le réseau de la santé. La Croix-Rouge n'allait pas demander des infirmiers ou des infirmières pour travailler avec elles. Mais, par exemple, dans le cadre de missions à l'international, on peut parler de missions, par exemple, en Haïti, ou ça pourrait être ailleurs. La Croix-Rouge pourrait se servir de cette entente-là avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour avoir du personnel médical qui est déjà identifié, qui aura probablement eu une formation Croix-Rouge, etc. Si je prends un exemple aussi par exemple, du Québec et du Manitoba, dans le cadre de la pandémie, on est intervenu pour soutenir les Premières Nations. Au Nunavut, la Croix-Rouge a envoyé 6 infirmiers-infirmières pour procéder à de la vaccination des Premières Nations. Dans le cadre du Québec, on a envoyé des équipes différentes qui ne comportaient pas de personnel médical qui donnait les vaccins, si on veut, mais il y avait des travailleurs, soit issus des Premières Nations ou des membres des équipes de logistique puis d'engagement communautaire pour soutenir le personnel médical pour y aller. Donc, puis on a fait en sorte qu'on a fait 5 missions au Nunavik dans ce cadre-là pour aller soutenir les opérations de vaccination, mais pour sensibiliser la population pour qu'elle puisse faire le meilleur choix pour elle. Donc, on travaille souvent en partenariat avec, évidemment, les gouvernements, des ministères, d'autres types de partenaires, pour voir quelle sera la portion complémentaire ou l'expertise particulière que détient la Croix-Rouge. Donc, il y a différentes façons d'intervenir. Il y a des Croix-Rouges qui ont du personnel médical qui fait de l'intervention. Dans certains cas, pour la Croix-Rouge canadienne, c'est parfois des partenariats de la façon dont ça se déploie.
Bien expliqué. Merci beaucoup. Je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, j'aimerais m'informer sur comment vous avez vécu la période de pandémie qui tire à sa fin. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le matin trop tard, je mets mon chandail sale, j'allume la radio à n'importe quel canal. Je suis pas paresseux, je cuisine ben flat, j'ai encore brûlé mes jours tomates. Ouh, 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 yeah. Puis on me dit, t'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je dis, stop shape mon gars. Oh, oh, oh. Je dis, stop shape mon gars. Yeah. Ouh. De ce temps-là, c'est comme si les coquines me voient venir à 1000 à la ronde. Je suis pas capable de leur mentir. Je parlais de me caser, à me tourner les pouces. Ça tourne mieux à deux. Et où moi ma douce? De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe toujours sur le mandat de la Croix-Rouge canadienne avec la directrice des communications, Carole Dussault, qui nous fait un très beau cours d'histoire là. Je vais me targuer de savoir beaucoup de choses sur la Croix-Rouge maintenant. Et puis là, on aimerait parler de comment vous avez vécu la pandémie. Vous avez expliqué un peu comment ça s'est passé avant la pause, mais quelles sont les actions concrètes encore là que vous avez menées durant ces 2 années précédentes? Je vais vous faire un bref résumé, hein, parce que, bon, il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, beaucoup d'opérations sur le terrain, et ça, partout au Canada, là. Donc, mais si je retourne à une première action qui est très... qui n'est pas que symbolique, mais qui symbolise le début de nos activités d'envergure en soutien à la pandémie. On se rappellera qu'au tout début, février 2020, il y avait des bateaux de croisière qui subissaient des éclosions. Et il y avait un bateau sur lequel il y avait des Canadiens et des Québécois qui a accosté au Japon, où il y avait des gens à bord qui avaient contracté la maladie. Et une des premières choses que l'on a faites, c'est de déployer, en collaboration évidemment avec la Croix-Rouge japonaise aussi, de déployer des gens de la Croix-Rouge canadienne pour aller soutenir les gens qui avaient dû être envoyés dans des hôpitaux japonais, et seuls étaient autorisés les gens de la Croix-Rouge à entrer dans les hôpitaux. Donc, on a envoyé notamment 2 francophones qui ont pu soutenir des francophones qui avaient été sortis du bateau et puis soignés dans des hôpitaux japonais. Alors, on a envoyé des experts comme ça, mais qui avaient aussi pour rôle de soutenir les gens qui étaient là, puis de servir aussi à faire en sorte qu'ils puissent revenir sécuritairement. Donc, c'est une première action d'envergure. Par après, ce qu'on a fait, comme on a une expertise aussi à l'international dans d'autres types d'éclosions, on a ce qu'on appelle les experts en prévention et contrôle des épidémies. Donc, qui sont intervenus en Afrique, en Haïti, sur le choléra, Ebola, etc. Donc, ces experts-là, on les a fait, revenir pour qu'ils servent de base d'experts pour développer un service qu'on a déployé dans des centaines d'établissements, des experts en prévention, contrôle des épidémies, pour soutenir les milieux de vie, par exemple, de personnes âgées ou autres, pour convenir de protocoles de protection, faire de la formation auprès du personnel. Souvent, le personnel médical est formé, mais parfois, dans des plus petits milieux de vie, on a formé des intervenants à savoir comment, par exemple, porter des équipements de protection personnelle. On a tous commencé à porter des masques, mais aussi dans les milieux de vie de soins ou d'aide,
les gens ont dû porter des visières, porter des chemises, porter des gants. Donc, on a formé beaucoup de gens à cette nouvelle réalité et aussi à convenir comment diminuer les risques de propagation des zones vertes, des zones rouges. Donc, une expertise qu'on avait à l'international, retourner sur le territoire ici, puis on a aussi fait en sorte on a dû embaucher plusieurs personnes pour venir grossir les rangs de cette équipe-là. Et on a fait appel à beaucoup de gens qui avaient, par exemple, une formation de médecin ou de formation d'infirmiers, infirmières dans leur pays d'origine, qui ne pratiquent pas nécessairement la médecine ici, mais qui ont des formations supérieures de maîtrise de doctorat en santé publique et autres. Et beaucoup de gens ont joint les rangs de la Croix-Rouge pour venir faire partie de ces équipes de prévention et contrôle des épidémies. Donc ça a fait partie d'une expertise très particulière de la Croix-Rouge. On a aussi mobilisé plus de 1000 personnes là, à devenir des aides de service pour aller justement travailler auprès des personnes qui étaient en isolement. On a fait des missions dans le Nord, au Nunavik, au Nunavut aussi, pour soutenir les opérations de vaccination. On a soutenu beaucoup aussi les personnes qui devaient elles-mêmes s'isoler pour protéger leurs proches ou leurs familles. Donc, on a fait en sorte qu'on a ouvert des centres pour que les gens puissent être isolés de façon sécuritaire. On a aussi ouvert des lieux pour des itinérants, pour les personnes en situation d'itinérance, pour qu'elles puissent s'isoler ou recevoir des soins de façon sécuritaire aussi. Donc, on a été beaucoup en soutien aux autorités, évidemment, de la santé et en lien aussi avec l'Agence de santé publique du Canada pour ouvrir différents types de services et offrir là, des façons de sécuritaires, soit de formation, d'intervention ou même pour le grand public, pour faire en sorte qu'on essaie là, d'éviter la propagation de la pandémie. Il y aurait plusieurs autres choses que je pourrais vous dire, là, mais c'est ça. Grosso modo, ça a été pas mal notre champ d'intervention, là. On voit beaucoup sur la santé en urgence, la formation, puis l'intervention. On voit que vous avez été beaucoup occupés. Ça, c'est une bonne chose. Oui, on parle de COVID. On continuera de parler de COVID parce que ce n'est pas totalement terminé, mais on parle aussi de l'Ukraine. Est-ce que vous avez des actions que vous menez en ce moment? Oui, tout à fait. Dès le début du conflit, on a ouvert un fonds spécifique, effectivement, de collecte pour la crise humanitaire en Ukraine. Donc, quand il arrive une catastrophe, que ce soit un conflit comme celui-ci ou par exemple, une catastrophe naturelle, tremblement de terre, que ce soit ici ou à l'international, souvent la Croix-Rouge, évidemment, va ouvrir un fonds spécifique. Donc, on a recueilli jusqu'à présent 166 millions dans ce fonds-là. Wow. Donc, on salue d'ailleurs la générosité des Canadiens, des Canadiennes, aussi des entreprises qui ont beaucoup donné à ce fonds-là. Ce qui fait que le Canada est en mesure d'aider via le mouvement international de la Croix-Rouge qui coordonne l'implication de 55 Croix-Rouges pour venir en aide au conflit en Ukraine et dans les pays limitrophes. Donc, notre capacité de donner des moyens d'intervenir est exceptionnelle. Je souligne encore la générosité des gens. Et donc, oui, la Croix-Rouge est impliquée par sa collecte de fonds, mais aussi on a envoyé des experts. On a envoyé autour de 25 experts de la Croix-Rouge canadienne, soit en Ukraine ou sur le terrain des pays limitrophes pour coordonner différents types d'aides, que ce soit de la logistique, par exemple, pour de l'hébergement, ou aussi ce que fait la Croix-Rouge, elle le fait ici au Canada, mais elle le fait aussi à l'international, coordonner l'aide financière. On a commencé à cibler, je dis on, c'est le grand mouvement Croix-Rouge, hein, à cibler des gens particulièrement en situation de vulnérabilité pour commencer à faire des transferts monétaires pour aider les gens. Souvent, les gens n'ont plus accès à leur compte bancaire, n'ont plus accès à leurs moyens, ils se sont déplacés, etc. Donc, il y a aussi de l'expertise terrain, mais on va être aussi en mesure, comme grand mouvement de Croix-Rouge, de donner de l'aide financière à des gens, des familles ciblées, là. Wow, vous faites un excellent travail. Et puis, je suis contente que la communauté ait la capacité à donner pour aider les autres. Écoutez, on va inviter les gens à aller visiter le site web pour continuer de faire les dons parce que la crise continue encore un tout petit peu. Et puis, au plaisir de se reparler une autre fois à l'émission. Merci beaucoup, Madame Dussault. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Puis si on est capable d'intervenir autant, c'est qu'il y a autant de gens qui soutiennent la Croix-Rouge aussi. Donc, j'en profite pour les remercier. Merci à vous. Et merci à vous autres aussi.
Alors, bonne journée. Pour vous autres à la maison, si vous avez envie de soutenir le mouvement de la Croix-Rouge canadienne, surtout par rapport à la crise qui se passe en ce moment même en Ukraine, www.croixrouge.ca, c'est le site web à visiter. Vous le voyez en ce moment à l'écran. Dès que vous allez aller sur le site web, vous allez avoir le fond. Vous pouvez cliquer dessus et puis donner les sous que vous avez envie de donner. On va prendre une pause et juste après, on parle musique avec notre chroniqueur Jean-Paul Moreau. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance. Qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour. toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix, guitare, tu n'as jamais cherché la gloire. Bateau le cigare, la nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant musique avec Jean-Paul Moreau qui a préparé une belle brochette qui n'a pas les mêmes... On n'est pas dans la même musique, dans les mêmes thématiques. Non, tout est différent aujourd'hui. Absolument, tout à fait. C'est tout à fait inégal et ce sont ce qu'on appelle des nouveautés. Alors donc, pourquoi pas. Mais il y a aussi quelques anciennetés, mais je vais y revenir un peu plus tard, Claude Andrea. On va commencer tout de suite et directement avec Sébastien Lacombe. Bon, ce n'est pas la première fois que j'en ai parlé lors de la dernière chronique que ça s'en venait. C'est arrivé, c'est un album extraordinaire. D'ailleurs, Sébastien Lacombe, il est rendu à son 4e ou 5e album et vraiment... chaque fois, c'est un album qui est entendu pour commencer parce qu'il y met des soins extraordinaires à peaufiner son texte, peaufiner ses musiques, etc. Ça s'intitule bien sûr Le chemin des possibles et il y a beaucoup de choses qui ont été rendues possibles dans cet album-là. Je te dirais, grosso modo, pour commencer, une impression générale, les textes sont toujours aussi solides, bien entendu, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il a apporté une espèce de nouvelle instrumentation dans ses arrangements et ça, évidemment, ça montre bien l'évolution du musicien, ce qui est un peu normal. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, sauf que lui aussi a pris cette avenue-là maintenant. Et donc, ça fait des mélodies très, très riches, très envoûtantes, très pleines. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très, très belle réussite. Et il a réussi en plus à moduler le tout. En d'autres mots, c'est pas toujours très, très égal comme tel au niveau du son, donc une certaine amplitude, etc., etc. Il y a des nuances. C'est un peu comme une vague, tiens, grosso modo, là, en haut, en bas, on va en avant, on va en arrière. Enfin, c'est un peu dans ce genre-là. C'est très nuancé et c'est très, très beau de ce point de vue-là. J'ai choisi une pièce en particulier qui illustre un tout petit peu ça. Malgré que ce soit un texte très court extrait qu'on va entendre, je pense qu'on va, si vous portez l'oreille, vous allez comprendre justement tout ce dont je viens de parler au niveau des nuances. Et ça s'intitule bien sûr Château de cartes et c'est le chemin des possibles. Quand la solitude me prend par la main, j'ai des images de films de fin du monde. Quand t'es parti, ne serait-ce qu'une seconde. Et toi, est-ce que tu penses un peu à moi comme un roi dans un château de cartes? J'ai peur, tu sais, que tout s'écroule autour de moi comme un roi
château de cartes, dans mon château de cartes. Jean-Paul, dans quelle catégorie de style musical tu mettrais cette chanson-là? Alors, comme tu sais, Claude Andrea, j'adore les catégories, hein, évidemment. Moi, si on pouvait ne pas avoir de catégorie, ça serait mon bonheur. Mais, parce que toutes les musiques sont belles, bien entendu, c'est une question d'attitude, hein, une question d'approche, d'attitude. Que l'on aime le rap ou le classique, que l'on aime la chansonnette française ou le pop, c'est une question d'attitude par rapport à ce qui est créé. Et je pense que ça, si on a l'ouverture d'esprit, on va aimer beaucoup plus de choses que ce qu'on entend habituellement. Mais enfin, pour répondre à ta question, je te dirais que c'est de la très, très bonne chanson française sans être nécessairement de la pop. Grosso modo, c'est ça. C'est pas une catégorie, mais ça définit très, très bien le concept et ce qu'il a voulu faire. Et surtout, je pense que ça rend justice au travail de créateur de ces artistes-là. Si on évitait les catégories, je pense qu'on rendrait beaucoup plus crédit et honneur, si je peux dire, à ces auteurs, compositeurs, interprètes masculins et féminins qui, faut le dire quand même, c'est pas facile d'écrire, c'est pas facile de composer, vraiment pas. Moi, j'ai déjà tenté, dans toute ma modestie, à faire un peu de musique et à écrire quelques trucs, et je t'avoue que c'est vraiment pas facile. Alors, il y a beaucoup de mérite, évidemment, là-dedans. Alors, c'est pas une catégorie, mais je voulais absolument passer ce commentaire-là. On le fait pas assez souvent, d'ailleurs. On a fait ce cours-là, c'est bon, j'ai compris maintenant. Parfait. Alors donc, c'est à peu près dans cette perspective-là, mais c'est un excellent album. Et à chaque détour de cet album-là, vous serez surpris. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Deuxième comment je dirais, passage que je voudrais signaler. Quand Notre-Dame a brûlé, il y a 2 ans et demi ou à peu près au moment de la pandémie, d'ailleurs, c'est très paradoxal, mais enfin, peu importe. Quand donc la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé, la première question que je me suis posée en tant qu'historien et en tant qu'amateur de musique et en tant qu'archiviste, est-ce qu'il y a des textes, des chansons, des poèmes qui ont été écrits de notre époque sur Notre-Dame qui brûle? Bon, évidemment, depuis, on sait qu'il y a eu le film de Jean-Jacques Hano, bien sûr, Notre-Dame brûle, mais il n'y avait pas de chanson. Il n'y avait pas de chanson qui avait encore été écrite, sauf par les Frangines en 2020. Mais ça a pris du temps à sortir, cette chanson-là. Vraiment beaucoup. Les Frangines, c'est un duo de jeunes femmes très, très, très intéressantes qui dépeignent le quotidien des gens d'une façon un peu humoristique sur les bords, un peu sarcastique sur les bords aussi, un peu critique, mais c'est le quotidien des gens et surtout l'émotion qu'elles ressentent face au quotidien des gens. Et ça m'avait vraiment surpris parce que l'histoire de Notre-Dame qui brûle, ça a touché tout le monde, que ce soit les Japonais, nous ou ailleurs, ça a touché beaucoup de monde. Et donc, je me disais, voyons, c'est quand même pas possible qu'il y ait personne qui a laissé savoir comment ils se sentaient face au fait que Notre-Dame a brûlé. Et donc, elles ont écrit une chanson qui s'appelle Notre-Dame, qui se trouve sur leur plus récent album, qui s'intitule Notes, N-O-T-E-S d'ailleurs, 17 pistes très intéressantes. Et donc, il y a une piste qui s'appelle Notre-Dame. J'ai dit, enfin, quand même, au moins, on a une musique et une chanson sur Notre-Dame. On va en écouter un extrait. Et nos yeux, d'une seule voix qui supplie, voient les flammes qui ravagent Notre-Dame. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire qu'on en a tous une cathédrale à rebâtir. Le texte est tellement puissant, Jean-Paul, là. C'est fort, hein? Oui. C'est très, très fort, effectivement. Et elles font l'association, justement, entre la vie des gens, comment je dirais, le désordre qui peut créer chez nous, comme le désordre qui est arrivé dans la société face à l'incendie de Notre-Dame. Alors, c'est ça, c'est justement ça, l'art de création des auteurs, compositeurs et compositrices, interprètes, évidemment. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Alors, au moins,
je suis satisfait, on a une chanson sur Notre-Dame. Maintenant, il s'agira d'avoir une chanson sur la reconstruction de Notre-Dame, parce que ça aussi, ça va avoir dans 1 an ou à peu près, puisqu'on prévoit en 2024 que ça va être terminé. Donc, on devrait avoir une chanson sur la reconstruction de Notre-Dame. Et ça, je trouve que ce serait très bien aussi d'avoir ça. C'est pas moi qui vais la composer, je vous le dis tout de suite. Sans aucun doute. Mais ce serait bien d'avoir, je sais pas moi, un Patrick Bruel ou un Bernard Lavillier ou pourquoi pas les Frangines qui parlent de ça. En tout cas, on verra en temps et lieu. Ce serait fort heureux, effectivement. Troisième étape dans notre parcours musical, Klaus Schöning. Bon, j'ai mentionné lors de la dernière chronique qu'il était en train de sortir justement un album qui s'appelle Fractal Zoom. Ça est retardé malheureusement pour diverses raisons de commercialisation. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Toujours est-il que Fractal Zoom a été remis, c'est comme tel, la sortie a été remise au 27 mai, mais en attendant, Klaus Schöning a quand même décidé de nous satisfaire un tout petit peu dans notre curiosité et de nous proposer justement un extrait qui s'appelle Butterfly Effect, donc l'effet papillon. Vous allez voir, c'est très très intéressant et on va écouter un extrait et laissez-vous aller dans l'image, mais aussi dans le son, vous allez voir. Composer, c'est pas facile, c'est vrai, mais je pense toujours à la créativité quand je vois les clips de certains artistes. Je me demande où est-ce qu'ils vont chercher, où est-ce qu'ils ont cette vision-là de « Oh my God, c'est fou ». Tout à fait. Et c'est là justement où ils se permettent d'enrichir notre culture, notre connaissance, nos émotions, évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vraiment pas facile. D'ailleurs, quand tu poses la question à un artiste, que ce soit un écrivain ou un auteur, compositeur, interprète, ou peu importe, une artiste en art visuel, c'est quoi le titre de votre pièce ou de votre création? Ça a été difficile à trouver. Absolument, c'est la réponse. Enfin, peu importe. C'est très intéressant. Autre étape également, je tenais absolument à souligner parce que chaque fois que l'on parle de Bernard Lavillier, on s'attend à avoir de la musique de soleil. Son album s'intitule Sous un soleil énorme. Déjà là, on n'a aucun doute de l'orientation qu'il prend. Sauf que Bernard Lavillier, de temps en temps, nous sort une chanson surprenante sur la société et notamment dans la prochaine qui s'appelle Los Porteños sont fatigués, c'est-à-dire donc les petits hôtels de type A au Brésil, dans les favelas, c'est les gens qui tiennent ça et les portiers, etc., en ont soupé. Vraiment, c'est pas une vie très, très facile et il est très sensible à ça. On va écouter justement cette fameuse chanson sur son plus récent album. Oui, alors donc, semble-t-il qu'on a un petit problème de son, mais toujours est-il que si vous voulez absolument voir le contenu de cette chanson-là, voilà, on y va. Par les temps qui courent, investisseurs ne sont plus beaucoup à faire des fleurs. Et quand il n'y a plus rien à racketter, il te reste tes yeux pour pleurer. Terminer les rêves d'Argentine, c'est pour les poètes et pour la rime. Douloureux dollars les a usés, oui les porteños sont épuisés. La vieille âme qui se trouve en moi aime déjà ce que j'entends. J'imagine un tout petit peu. Comme il nous reste très peu de temps, et M. le réalisateur me disait qu'il nous restait peu de temps, alors je vais sauter par-dessus Renaud un nouvel album qui s'appelle Le Métèque. On va y revenir assurément. Mais comme c'était ta fête il n'y a pas tellement longtemps, Claude Andrea, que c'était la mienne tout juste avant toi, je me suis dit, on va se faire plaisir et on va terminer cette chronique avec une pièce de Yanni que j'ai redécouvert parce qu'elle vient d'être rééditée, qui s'appelle de Magnus. Et ça date donc de
1987. Et donc, ça vient d'être réédité en version améliorée, etc., etc. Et donc, on va écouter de Magnus une très belle composition de Yanni. Tomber en amour avec Yanni, c'est officiel là. Écoute, joyeux anniversaire à toi aussi. Il nous reste quelque chose comme 15 secondes. Et puis au plaisir de se retrouver très bientôt. On prépare quelque chose pour la période estivale. Absolument, grand spécial, grand orchestre pour la musique de chez nous, bien entendu, pour la saison estivale. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Paul. À plus tard. Absolument. Alors nous, on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Petit rappel pour vous mentionner que l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, en abrégé AFO, vous invite à répondre à leur sondage annuel pour mettre au grand jour les enjeux francophones de la province et les enjeux qui vous préoccupent. Encore une fois, tout ce que vous avez à faire, c'est visiter le www.monassemblée.ca et lorsque vous êtes sur le site web, vous cliquez sur l'onglet qui dit « Je réponds à ce sondage-là » et ça va vous prendre une vingtaine de minutes pour pouvoir y répondre. Vous savez qu'on est dans la période électorale, donc on veut vraiment vous inviter à répondre à ce sondage annuel-là qui va forcément aider l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. J'aimerais ça aussi vous inviter à visiter le site web de la Fédération pour les entreprises indépendantes. C'est le www.fcei.ca parce que sur ce site web-là, il y a une pétition qui pourrait aider les entreprises, les entrepreneurs. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil et pourquoi pas à participer à cette pétition-là. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, on va parler avec M. Pascal Bessette des ressources humaines du Collège La Cité. On va aussi s'entretenir avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin et plus encore. On se voit demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides.
inébranlable, comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada.